Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup de nous confier un petit peu de ton temps. On va démarrer avec une question très simple, mais peut-être un petit peu complexe. Si jamais je te croise comme ça dans la rue et que je te demande ce que tu fais, qu'est-ce que tu me répondrais ? Ça dépend des jours, Ça dépend des moments. Parfois, on s'adresse aux musiciens, parfois à l'énergéticien, parfois à la personne qui organise des séminaires, qui organise des événements que j'appelle des événements immersifs. Pourquoi il n'y a pas vraiment de nom de métier dans ce que je fais ? Parce qu'au fond, je partage un message qui est vivant, qui est vibrant, qui prend plusieurs formes. Et on est plus du côté je dirais d'une vision presque artistique. Je vis quelque chose et je le partage, qu'une vision métier avec un objectif forcément fonctionnel, etc. Donc évidemment, il y a des gens qui vont te dire c'est plutôt énergéticien puisque je vais travailler avec les énergies, on va travailler dans la notion peut-être de soins, etc. Mais pour d'autres, c'est plus l'aspect médiumnité qui va parler, d'autres, c'est plus l'aspect, accompagnement. Et puis aussi il y a la musique, les méditations, les podcasts, c'est très très vaste quoi. Tu vas nous expliquer peut-être un petit peu quelques définitions de mots. Tu dis on travaille avec les énergies. Oui. Qu'est-ce que tu appelles énergie ? Ça veut dire quoi l'énergie ? Genre je me sens pas bien, un peu fatiguée, je suis en baisse d'énergie, ou on parle d'un autre type d'énergie ? En fait on parle de toutes les énergies. Le monde énergétique c'est un monde très très vaste, effectivement on parlait de l'énergie vitale. Donc la fatigue, c'est l'énergie vitale, mais il y a l'énergie mentale, il y a l'énergie émotionnelle, il y a l'énergie psychique, etc. Et en fait, tous les êtres humains sont des êtres d'énergie. Et quand on part évidemment comme ça à l'aventure un petit peu de soi, on se rend compte qu'une énergie est en interaction avec une autre énergie. Donc une personne qui est en baisse d'énergie vitale, il y a très probablement de l'énergie aussi mentale qui est peut-être en fatigue, l'énergie émotionnelle, des mémoires aussi. Donc le monde de l'énergie, ça sous-tend tout le monde de l'expérience humaine de toute manière. Quand on vient te voir pour, en effet, peut-être une peur, un manque, une perte de sens, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est une séance avec toi ? En effet, tu disais, tu parlais des programmes, des expériences immersives. Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être en fonction de la personne ? Oui, c'est ça, il y a plusieurs portes d'entrée. Parce qu'on n'est pas tous sensibles à la même chose et pas au même moment. Je vois dans ma propre expérience, dans des moments de difficulté, des fois ce qui va t'aider, c'est d'aller dans la nature, de plutôt s'immerger dans un contexte vivant. Des fois, c'est une discussion avec un ami, avec une personne. Des fois, c'est un livre, c'est des mots. Des fois, c'est vraiment le rapport physique, d'être dans un contact physique. Donc au fond, il n'y a pas une meilleure entrée qu'une autre, ça dépend des moments et des besoins. Et puis surtout, moi je laisse beaucoup la place à l'interaction. Ça veut dire que des fois, il y a des personnes qui vont arriver avec une douleur physique, qui vont avoir peut-être l'idée d'un besoin d'un soin physique. Et finalement, ça va être sur un mot, qu'il y a un changement de vibration qui va se faire. Des fois, ça va être plutôt sur une expérience qu'on va vivre, etc. Donc il n'y a pas de protocole en fait dans mon expérience parce que je trouve que chaque approche, chaque interaction est vraiment unique. Tu parlais de chacun avec son expérience. Toi, tu as une expérience peut-être particulière. Comment est-ce que tu as été amené à cerner ou à percevoir un petit peu toutes ces énergies un peu plus profondément ? C'est ce que je disais en fait. Il y a plusieurs portes d'entrée. Dans mon expérience, il y a eu la musique, il y a eu les rêves, il y a eu des expériences parfois dramatiques, physiques. Des expériences qu'on dit spirituelles aussi, dans d'autres, on va dire, sphères de conscience. Et donc, je dirais que l'approche, elle est multiple parce que mon expérience est multiple. Et je pourrais même pas dire qu'une expérience est plus forte qu'une autre. Parce qu'au fond, je me souviens d'une période de ma vie où j'étais très très mal, et c'est d'être dans la nature qui vraiment m'apportait beaucoup de réponses énergétiques, justement. Et puis des moments, c'était le silence, le retrait. L'aspect méditatif, le fait de se recueillir avec soi-même. Et puis, de tout ça, finalement, je ne peux pas dire qu'il y a une approche qui est plus forte qu'une autre. Donc, j'ai vraiment, cette approche multiple fait partie de mon expérience directement. Et est-ce que tu dirais que ton approche ou à ton contact, on peut aussi reconnecter à ces choses peut-être que l'on perd, le fait de rentrer dans une expérience méditative, de re-rentrer en contact avec la nature, des choses qui, dans notre quotidien, que l'on n'a plus l'habitude de voir. Est-ce que toi, tu accompagnes à ça, du coup ? Oui. En fait,
Je crois que l'essence, c'est l'engagement par la nécessité. La plupart du temps, quand on aborde le monde thérapeutique, il y a la notion de métier, la notion de fonction, etc. Pour moi, c'était plutôt une notion de nécessité. Il y avait une urgence, en fait. À un moment donné, je parlais de la nature comme un endroit où j'ai pu me ressourcer, mais j'avais un besoin viscéral de ça. Les expériences spirituelles, elles sont nées quand même beaucoup de choses plus dramatiques, plus douloureuses. Donc, je pense que ce qui est reconnecté dans l'expérience que je propose, c'est vraiment ce rapport à l'essentiel et à l'engagement profond. Et à partir du moment où on retrouve cet engagement profond, je trouve qu'on réouvre ses portes énergétiques, on réouvre ses sensibilités. C'est vraiment une aventure essentielle. Et c'est pour ça que tu proposes peut-être différents types d'accompagnement, des choses plus individuelles, plus en groupe, plus immersives. C'est ça. Oui, parce que par moment, on a besoin du groupe pour certains partages. Ça peut faciliter certaines expériences. Par moment, on a besoin du retrait, de pouvoir explorer soi-même. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le groupe et qui adore aussi le retrait, la solitude et de pouvoir explorer les choses très personnellement. Et donc, non, il y a vraiment une ouverture dans ces champs de possibles parce que cette approche-là, dans ses multiplicités, est vraiment dans mon histoire, en fait. Et tu parlais de musique également. Ça accompagne, ça renforce. Tu dirais quoi, que ça renforce ou que ça accompagne, on va dire? Oui, alors ça accompagne, ça vient aussi, si tu le souhaites, immerger quelque chose de plus profond encore. Je pense que la musique, c'est vraiment un langage. Et à l'endroit où, en tout cas, ça se vit pour moi, c'est parfois une manière de peut-être même parfois de soigner, parfois de connecter des vibrations, etc. Et ça peut avoir juste le langage poétique aussi, qu'est la musique, hein, tout simplement. Mais dans mon approche, il y a aussi l'approche explorative, méditative et voire thérapeutique. Oui. Et cette musique, tu l'as créée en nature, d'ailleurs, à certains moments. Tu l'as créée en studio, tu l'as créée en nature. C'est ça. Elle est inspirée. C'est ça, il y a ce côté aussi vivant de se laisser inspirer par la nature, par tes expériences intérieures, par des intuitions, par les endroits où je suis. Je suis en Afrique, par exemple, je vais avoir une autre vision, un autre rapport à la musique. Et c'est aussi le voyage, c'est aussi le voyage intérieur, le voyage extérieur. C'est la richesse aussi de ces expériences-là. Ouais. Et on parle beaucoup en ce moment, en effet, de développement personnel, de connaissance de soi, du principe de faire des thérapies. Est-ce que tu dirais que ça remplacerait une thérapie, ton accompagnement, ou ça viendrait en complément? Alors, je ne peux pas remplacer une thérapie en tant que telle. Je rejette pas le terme thérapeutique de mes approches, mais j'ai tendance à regarder ça avec un côté un peu enfermant. Pour moi, l'expérience de vivre nous connecte de toute manière à des expériences profondes, intenses, etc. Et je dirais que je remets juste en lumière la possibilité d'aborder ça avec un engagement peut-être plus vaste pour certains, plus sensible, plus subtil. Mais pour moi, c'est l'expérience de la vie. C'est pas l'expérience d'une thérapie à côté de la vie ou pour résoudre quelque chose dans la vie. C'est vraiment vivre et se découvrir, c'est vraiment être, se connaître et créer à partir de soi. Donc, il n'y a pas de processus thérapeutique en tant que tel, même si parfois les gens viennent avec une problématique, avec une idée, avec ça peut être un problème de santé, etc. Mais pour moi, tout ça vient d'une manière de vivre, d'une manière d'aborder la vie, de s'aborder soi-même. Et c'est plus, c'est presque plus une manière de vivre dont on parle que de la thérapie en tant que telle, bien sûr. Et tu dirais que les gens viennent peut-être avec un a priori, avec une non-connaissance de ce qu'ils vont découvrir, entre guillemets, derrière. Peut-être qu'ils viennent dans le cadre d'une thérapie ou de quelque chose de très basique et qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est ressenti et de beaucoup plus grand. Je crois qu'on ne vient jamais vers quelque chose par hasard et qu'émerge ce qu'on veut qu'il émerge. Donc, à mon contact ou au contact de ce que je partage, certaines personnes vont être touchées à des endroits différents et vont en faire quelque chose pour eux. Mais finalement, chacun est maître de son apprentissage ou de ses découvertes en fonction de ce qu'il est prêt à investir de lui-même et de ce qui l'intéresse vraiment. Parce qu'au fond, on peut proposer quelque chose de très, très riche à quelqu'un et en même temps, il peut décider de s'intéresser qu'à une partie de l'expérience. Et c'est très bien.
comme ça, en fait. Et je pense que c'est ce qui se passe tout le temps en réalité. Donc, la personne qui vient en contact de cette proposition va retirer l'expérience qu'il veut retirer, finalement. Ouais. Bah, de toute manière, c'est ce que je dis souvent, je ne partage que ma propre expérience. Je ne viens pas avec un dogme, je ne viens pas avec une éducation religieuse, ni même spirituelle. Donc c'est forcément dans mon expérience que les choses se sont traduites au fur et à mesure. Et tu disais d'ailleurs que c'était à ton contact qu'il y a des choses qui peuvent se transformer. Comment est-ce que tu expliques ça? Que l'énergie peut transformer et emporter les gens? Alors là, pour le coup, il n'y a absolument rien d'unique, hein. C'est ce qui se passe tout le temps. Nos énergies interagissent et sont transformatives en tant que telles. Mais encore une fois, il se passe toujours ce qu'on veut qu'il se passe, conscient ou inconscient. Donc, si tu as envie de saisir à travers une parole, à travers un contact énergétique, eh bien, une ouverture, c'est parce que quelque part, tu es prêt à aller vers cette ouverture et que c'est ton choix. Mais si tu veux tout fermer et puis avoir le sentiment que ceci n'est pas... ça peut être très agressif, ce que je dis parfois pour des gens. J'ai eu des retours, hein, finalement, hein, des fois dans ma vie, de personnes qui ont très mal pris ce que j'ai pu dire ou ce qui a pu se ressentir. Donc on peut même pas dire « c'est bon », en fait. On peut juste dire « voilà moi comment ça se partage, voilà comment moi ça se vit ». Et puis, voilà, au contact de certaines personnes, ça va se révéler vraiment dans ce qu'ils souhaitent et dans ce qui est OK. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt quelque chose qui va créer de la méfiance même des fois. Hein. Ouais. C'est ce que je voulais dire, il n'y a pas de formule magique. Il y en a avec qui ça peut, en effet, sur un mot, un contact, se débloquer, et d'autres personnes pour qui ça va être beaucoup plus de temps. Oui, parce qu'il n'y a pas... c'est une relation, c'est une interaction. Il n'y a pas... moi, je partage comme un musicien, en fait. Je prends mon instrument, je joue. Après, toi, tu vas ressentir ça, tu prends pas, tu aimes pas. Ça se passe à un autre endroit, en fait. C'est plus... j'ai envie de dire, c'est plus mon sujet. Hein, c'est comment ça va se vivre pour la personne. Et c'est la liberté, en fait, hein, totalement. Oui, tu laisses la personne évoluer dans ses croyances, peut-être, ou dans sa connexion. Il n'y a pas de choses où tu vas dire, bah, tiens, en 5 séances, comment on pourrait le faire avec un praticien, en fait. C'est peut-être la différence avec l'aspect thérapeutique qui va avoir une mission assez pédagogique, d'évolution de la personne dans le temps. Moi, je rentre en interaction et puis je dis ce qui est là, en fait, hein, ce que je vis, ce que je ressens, ce que je perçois, et la personne en fait ce qu'elle veut. Mais est-ce que pour toi, c'est pas frustrant? Parce que tu vois tellement dans les gens de voir la réponse et que la personne en face n'arrive pas à se percevoir elle-même? Pour mon ego, ça peut l'être parfois, mais plus ça va, moins c'est le cas, parce qu'au fond, la justesse, c'est que chacun soit souverain. Et c'est vraiment... il n'y a rien d'autre de vrai pour moi, finalement. Il n'y a toujours eu que ça, la souveraineté des uns et des autres. Et au fond, je me sens libre de partager ce que j'ai à partager, de proposer quelque chose. Et l'autre est libre de prendre ou de ne pas prendre, d'intégrer, pas intégrer, d'être OK ou pas OK. Et il y a quelque chose de très beau là-dedans qui se crée, c'est que, reconnaissant la liberté de l'un l'autre, il y a une possible alchimie, il y a quelque chose de très beau qui peut se produire, en fait, ici. Mais c'est que si la liberté est reconnue et la souveraineté de l'un et de l'autre. Et est-ce que tu crois que c'est avec l'évolution de ce monde actuel, de nos modes de consommation, de la manière dont on consomme la vie personnelle, professionnelle, qui nous freine uniquement? Ou est-ce que c'est aussi notre propre décision? Parce que souvent, on a l'habitude de remettre la faute sur les autres, sur l'environnement, sur tout le monde, alors qu'on a possiblement aussi notre propre choix. Bien, cette manière de voir-là, ces deux manières de voir dépendent vraiment des individus. Et de mon côté, il n'est pas reconnu que l'environnement soit le problème. Il influence selon ce qu'on veut bien lui donner comme pouvoir d'influence. Après, je ne dis pas qu'il n'a pas un effet. Je passe du temps aussi en Afrique, je vois bien la différence de mode de vie, des environnements, et je vois bien que ça sert ou pas une forme d'émancipation individuelle ou non. Il faut être très clair. Et en même temps, on voit bien que culturellement, dans plein d'endroits du monde, il y a des spiritualités incroyables, émancipatrices, qui viennent d'endroits où les gens sont très peu libres, paradoxalement. Et dans les endroits où les gens sont censés être plus libres,
eh bien, on peut voir aussi beaucoup d'enfermement intérieur, psychique. Hein, je vois beaucoup de gens venir vers moi avec de l'enfermement psychologique, alors que pour autant, le mode de vie, globalement, est beaucoup plus libre que dans d'autres endroits du monde, où il y a moins de liberté sur le plan humain ou politique, et pour autant, les gens vont avoir un état d'esprit plus libre. Donc l'enfermement, c'est avec soi-même. Et même si on peut parler de degré d'influence dans les environnements, c'est vraiment soi-même avec soi-même que les choses se créent ou pas, en fait, vraiment. Et est-ce que tu dirais que c'est pour toutes ces raisons qu'il faut aussi s'ouvrir à autant de la solitude que de l'ouverture à la nature et que ça cultive un certain intérieur? C'est ça. Pour moi, c'est toujours une histoire de choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans son parcours, il y a la nécessité de trouver un équilibre, de cultiver certaines choses en soi. Et à ce moment-là, ça devient complètement évident d'aller vers la nature, évident d'aller vers le silence, évident d'aller vers la solitude, et aussi de partager. Mais c'est une évidence qui s'installe parce qu'il y a ce choix profond qui est fait, d'un moment donné, d'être soi, en fait, vraiment, et puis de vivre dans une forme d'équilibre ou une certaine forme de joie de vivre, on pourrait parler aussi. Et pour moi, ça s'impose naturellement. J'ai pas la vision recette, si tu veux. Bon, si tu veux aller mieux, va dans la nature, fais ça, fais ci, fais ça. Je peux pas dire ça. Ça se rejoint comme la thérapie où il y a en X séances, ça va être terminé. Je peux pas dire ça parce que parfois, ce qui va être très bien pour une personne, c'est au contraire d'aller se mélanger à d'autres. La raison pour laquelle peut-être tu as aussi développé toutes ces approches, comme on disait tout à l'heure, hein, sur l'immersion, des choses plus solitaires ou plus en groupe en fonction de la typologie de personnes que tu peux avoir en face? En fonction de la typologie de personnes, surtout en fonction des moments. Oui. Il y a des moments où être en collectif et partager un thème, ça a une vertu qui va être complètement en adéquation avec ce moment de vie. Et par moments, on a besoin plutôt de la solitude, du tête-à-tête avec soi. Et il n'y a aucune règle de bien, de mieux ou de moins bien. Ça n'existe pas pour moi. Il y a ce que tu valides comme OK dans ton expérience juste, dans ton expérience du moment. Et ça, c'est pas quelque chose que tu puisses... C'est pas une recette. Il n'y a absolument pas de recette. Et pourtant, c'est ce qu'on recherche la plupart du temps. Quand on n'est pas très bien, on se dit qu'est-ce que je dois faire? C'est souvent ça, hein, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la recette? Toi, c'est quoi ta réponse à ça? Si tu peux éviter de faire un travail sur toi, ce serait génial. Ok. Oui, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? C'est un peu provocateur, mais au fond, je le pense. Dès que je pars dans l'idée de faire un travail sur moi, je pars dans l'idée qu'il y a un truc qui ne va pas chez moi. Et dire il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, c'est ne pas reconnaître son état souverain de « j'ai créé quelque chose parce qu'à un moment donné, ça m'allait ». Quel que soit l'état qu'on a créé en nous, dans notre vie, il y a un moment donné, cet état-là, il nous a parlé. Voilà. C'est pas un truc qui nous est tombé dessus comme ça. Non. Il y a un moment donné, ça me va, que ce soit parce que j'ai décidé de me protéger dans la vie. Donc de peu m'ouvrir, ou au contraire de me perdre dans les autres, de beaucoup être ouvert. Mais c'est à un moment donné une stratégie qui m'a plu. Oui, souvent c'est quelque chose qu'on va dénigrer, on va dire j'aurais pas dû. Voilà, alors qu'en fait, non, pause, regarde le truc, c'est quelque chose qui m'allait à un moment donné. Donc je peux même pas dire c'est quelque chose qui ne va pas. Par contre, je peux dire que ce n'est plus en adéquation avec la réalité que je veux vivre, que ce n'est plus dans ma justesse. Et ça déjà, c'est avoir un autre regard et une approche de soi, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Par automatisme, on va toujours dire quelque chose de négatif, même dans les mots qu'on utilise. C'est tout un autre process. Oui, c'est cesser de se faire du mal inutilement et reconnaître notre état de souveraineté dans ce qui nous arrive. C'est difficile pour certaines personnes parce que là, on parle de ça en étant dans des dispositions, voilà, en bonne santé, etc. Quand quelqu'un est malade, une maladie grave, ce genre de choses, c'est beaucoup plus délicat de regarder les choses avec ah bon, j'ai créé ça, comment ça j'ai créé ça, de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai créé ça, etc. Souvent on va dire c'est pas juste. C'est ça. Ça arrive qu'aux autres. La justice, exactement, la justice apparaît, etc. Donc on ne peut pas exposer là en quelques instants le fond de chaque situation, mais il y a une possibilité de poser un regard souverain sur les situations. Dès lors qu'on s'autorise à faire ça, il y a un autre regard qui s'impose, qui s'appelle l'acceptation, qui s'appelle l'amour, qui s'appelle la compassion vis-à-vis de soi-même.
C'est-à-dire qu'on est de moins en moins victime et on est de plus en plus en compassion, en acceptation avec la situation qu'on a pu créer à un moment donné. On réfute pas C'est ça. ce qui s'est passé. On réfute beaucoup moins ce qui s'est passé, voire plus du tout. Et il y a l'expérience de la gratitude qui arrive, de se dire, bon bah, j'ai enfin l'occasion de regarder tout ça avec suffisamment de recul, avec un œil plus aimant, avec une énergie d'acceptation et d'accueil plus grande. Et à partir de ce moment-là, quelque chose peut se transformer. Mais certainement pas en se disant « j'ai fait quelque chose de mal, je ne suis pas bien, etc. etc. » Ce regard-là ne peut pas aider, en fait. Et en se donnant une recette magique, en disant « maintenant, il faut que, et Non. je dois faire ». Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et en fait, même quand je dis de ne pas se faire du mal, ça ne veut pas dire de ne pas reconnaître une situation dans laquelle on se sent en échec. C'est ok de dire ça, de dire bon bah voilà, là je me sens pas bien, là je pense que j'ai fait quelque chose de mal. Mais ça veut pas dire, c'est pas mal au sens où on l'entend. C'est reconnaître c'est pas juste en fait dans ce qu'on veut. C'est ça le truc. C'est comme s'il y avait un nouveau dictionnaire qui apparaissait. C'est-à-dire que les mots n'ont plus la valeur qu'on a apprise depuis tout petit. C'est une définition dans une autre dimension presque. Mais complètement. Mais ça, c'est très, très juste. J'ai même, à un moment donné, je m'étais dit, je ferais bien un livre dictionnaire pour repenser les termes. Non, mais c'est vrai. Alors, évidemment, ça serait qu'une vision subjective, mais c'est vrai que souvent, derrière le mot mal, il y a tout un monde. Le mot bien, il y a tout un monde. Noir, il y a tout un monde. Blanc, il y a tout un monde. Et c'est ces mondes-là qui font qu'on adhère. On parlait d'énergie tout à l'heure. Bah, mettez le mot noir, il y a toute une énergie qui va avec, selon les cultures. Et pareil sur mal. Être en mal-être, par exemple. Bah, c'est vécu ici dans nos sociétés comme quelque chose de déjà de relativement grave ou de problématique. Très négatif. Très négatif. Ouais. Pourquoi c'est négatif d'être dans le mal-être? Pourquoi c'est négatif réellement? Est-ce que, au fond, si on pose sur mal-être un regard un peu plus doux, on voit juste qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien vécu et qui justement c'est un signal pour pouvoir le rééquilibrer. Oui, il y a une perspective derrière plus belle alors que nous on va rester figé. Et puis on va juger mal, et puis on va rester avec mal, on va s'enfermer avec mal, et puis on va en faire toute une identité, etc. Et pour moi non, c'est juste je perçois je me sens pas bien qu'il y a quelque chose qui demande à être équilibré ou qui n'est plus juste dans mon processus. Et finalement, merci à l'expérience mal-être d'être présente parce qu'elle me permet de pouvoir aligner les choses différemment. Oui, et ça on ne le fait pas. De remercier quelque chose qui a été négatif, au contraire c'est quelque chose à bannir, où il ne faut plus qu'on revienne dessus et c'est intransigeant, quoi. Oui, parce qu'il y a l'idée de devenir quelqu'un de bien. Et ça c'est très très fort dans nos sociétés et c'est aussi beaucoup vendu par la thérapie, le monde spirituel. J'allais te parler d'une fameuse phrase où on dit en effet trouver la meilleure version de soi-même. Ça cloisonne. Ça cloisonne dans le sens où il faudrait juste rajouter à ça peut-être, selon moi, du moment. Oui. Voilà. Meilleure version de soi, du moment. Parce qu'en fait, on bouge. Et je suis d'accord avec ton épanouissement le plus vaste, ok? Mais il est mouvant. Et parfois, il dit solitude, des fois, il dit mouvement avec du monde, parfois, il dit besoin de manuel, parfois, besoin de plus de pensée. Donc, en fait, c'est juste garder toujours l'esprit en mouvement des choses. Elles ne sont pas figées. J'allais faire ce parallèle entre les questions de vocabulaire qui peuvent être cloisonnées, où nous on va cloisonner et mettre des choses dans des cases, où toi là tu vas apporter du mouvement, de la liberté dans la définition des mots, dans le corps, dans tout en fait, c'est ça, c'est essayer de décloisonner et de remettre le mouvement. Oui, ça peut être vécu comme ça, j'aime bien ce que ça dit, c'est fluide, ramener de la fluidité, pour décrisper peut-être les identités qui s'enferment, parce que dès qu'on a figé l'identité, on a figé l'énergie, on a figé un monde, on a figé une idée de soi-même, on a figé une lumière, un décor, etc., etc.